Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Caroline Pilastre, Christophe Madrol et Marc Varnaud. C'est un sondage IFOP pour Génération Frexit qui dit que 63% des Français sont favorables à un référendum sur le maintien de la France ou donc sur la sortie de la France dans l'Union européenne. Bref, in good French, le Frexit. Un référendum qui a déjà eu lieu au Royaume-Uni le 23 juin 2016, ça s'appelait le Brexit. 51,89% des Britanniques s'étaient prononcés pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et un sondage qui, si on en croit Emmanuel Macron à la BBC, pourrait, s'il avait lieu en France, avoir le même résultat qu'au Royaume-Uni. On écoute le président de la République en anglais. My interpretation is that a lot of losers of this new globalization and this new system suddenly decided that it was no more for them. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. If France had had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. Vous avez entendu, il y a des gagnants, alors je schématise, et des perdants de la mondialisation, et un référendum, c'est toujours risqué avec ce type de questions. Et le commentateur lui dit, il pourrait y avoir le même résultat en France, et il répond, oui, probablement. D'où notre grand débat. Comme 63% des Français, êtes-vous favorable à un référendum sur une sortie de la France de l'Union européenne ou le maintien de la France dans l'Union européenne, ce qui revient au même, et vous êtes 93,3% à dire oui. Avec nous, Charles-Henri Gallois, président de Génération Frexit et auteur du livre Les illusions économiques de l'UE, publié chez Fauve. Charles-Henri Gallois, bonsoir. Bonsoir. Ce sondage que vous avez fait avec l'IFOP, il n'est pas finalement pour le plaisir, car comme disait Coluche, la dictature c'est ferme ta gueule, la démocratie c'est cause toujours, et on ne fera jamais de référendum sur le Frexit. Moi, je ne suis pas certain qu'on n'en fera jamais. Et d'ailleurs, l'intervention d'Emmanuel Macron est quelque part caricaturale là-dessus, parce qu'il nous dit que pour un référendum, ce serait risqué, parce que c'est une question oui ou non. Il est limite à dire que les gens ne savent pas pourquoi ils le votent. Mais en fait, si on suit ce raisonnement-là, c'est encore pire pour une élection présidentielle où on peut dire que les gens lisent encore moins le programme. Il n'y a pas de débat clair sur un sujet, comme ça peut être le cas sur un référendum. Vous avez un vrai débat contradictoire où les gens sont éclairés et peuvent voter dessus. Donc en fait, Emmanuel Macron, il a une posture qui est celle des antidémocrates. Et je pense qu'il est possible d'avoir fondamentalement ce référendum parce que, en tout cas, j'invite les candidats à la présidentielle, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou Éric Zemmour, de se saisir de ce sondage et d'inclure dans leur programme, en fait, ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Je pense même, pour tout vous dire, qu'ils font une erreur stratégique majeure, puisque vous avez peut-être vu, ils admettent tous en fait que leur programme n'est pas applicable dans le cadre de l'Union européenne, mais ils vont faire en gros des subterfuges tactiques en disant l'un je vais désobéir, c'est Mélenchon, et les deux autres vont nous dire je vais faire la primauté du droit national sur le droit de l'Union européenne. Sauf que ça c'est pas applicable, et si on raisonne vraiment au bout du bout, si dans l'Union européenne on ne respecte plus le droit, que le droit national est supérieur, c'est la fin de facto de l'Union européenne, c'est un Frexit juridique, et les commentateurs, les médias, les partisans de l'Union européenne auront beau jeu de leur dire durant l'entre-deux tours, écoutez, ce que vous proposez c'est un Frexit, et de les taxer de partisans du Frexit. En réalité, il serait bien plus habile tactiquement de dire, écoutez, moi je suis démocrate, je vais renégocier les traités au niveau de l'Union européenne. On sait que c'est impossible, mais au moins ça aura une vertu pédagogique. Et derrière, comme je suis démocrate, je fais ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Et on se débat et que les Français tranchent. Marc Varnaud. Oui, alors, vaste sujet. Je pense que la question des référendums n'est pas dangereuse, mais ultra dangereuse. On ne va pas se rappeler 68, De Gaulle, 2005. D'ailleurs, il y a pas mal d'études qui montrent que si on faisait des référendums sur la peine de mort, on rétablirait la peine de mort en France. Donc, c'est à manier avec une extrême prudence. Il y a évidemment un problème avec l'Union européenne. Je suis pas certain que le référendum soit la bonne solution. Je pense que l'Union européenne aujourd'hui, qui a quand même garanti la libre circulation des hommes et des marchandises, on l'oublie, mais ça nous a permis d'avoir un marché unique et en théorie, ça devait nous permettre d'avoir une union pas que monétaire, mais aussi fiscale, sociale, et ça c'est un énorme échec. Je pense que ces réformes-là, elles sont indispensables. Le fait de sortir de l'Europe va changer pour le pire et pas pour le meilleur. C'est-à-dire qu'on sort de l'Europe, on va perdre quoi? On va perdre le marché unique, la libre circulation des hommes et des marchandises. On va tous se retrouver comme les Anglais. Je suis pas certain que c'est la bonne solution. Comment? C'est pas vrai, parce que les Anglais ont la libre circulation des marchandises avec l'Union européenne. Il peut y avoir un accord multilatéral derrière. C'est ce qui a été le cas avec le Royaume-Uni. Ils ont rien perdu du tout. Sauf la seule différence, c'est qu'eux maintenant sont maîtres de leur législation. Ils ont repris le contrôle en fait au niveau juridique. C'est ce que demandent les Français massivement. Je vous remercie pour cette précision. C'est exactement pour ça que
que les gens n'aiment pas l'Union européenne. C'est que au lieu d'être une union dure et imposer un certain nombre de choses, eh ben on négocie. Moi, je trouve pas ça normal que la Grande-Bretagne, en ayant quitté l'Union européenne, ait conservé autant d'avantages. Et je trouve que c'est encore plus anormal que ce conflit qu'il y a eu sur les zones de pêche, etc., qui à chaque fois ont démontré la faiblesse de l'Union européenne. Ce que les Français reprochent à l'Union européenne, c'est justement, d'une part, c'est la primauté effectivement sur le droit européen. Et là, je pense qu'il y a évidemment un réglage à faire, notamment sur toutes les questions de frontières, sur les migrants, les importations. Il y a la primauté du droit national qui doit revenir, parce que l'Union européenne s'est montrée, pardonnez-moi, mais complètement incapable de gérer ça. Par contre, sur le reste, je pense que l'Union européenne est toujours une bonne solution. Charles-Henri Gallois. En fait, j'ai l'impression de ce que vous voulez, c'est une Europe des nations, des coopérations sur les aspects où il y a des accords en fait entre les pays et laisser le reste. Sauf que la réalité, quelle est-elle? C'est que pour changer l'Union européenne, il faut changer les traités, et les traités se changent à l'unanimité, pour une virgule près. Et les traités actuels sont déjà le fruit de 60 ans de négociations, de compromis sur lesquels personne ne peut et ne veut revenir. Donc la réalité, c'est que si vous voulez cette Europe des nations, ça passera par la destruction de l'Union européenne. Et d'ailleurs, vous avez fait la confusion dès votre introduction en disant l'Europe. En fait, l'Europe n'a rien à voir avec l'Union européenne. L'Europe, c'est un continent, au mieux une civilisation, et l'Union européenne, c'est une organisation supranationale. Et ne vous inquiétez pas, il y aura une Europe des nations, une Europe des coopérations, une fois qu'on sera débarrassé de l'Union européenne, qui est, je le regrette, nuisible pour la France et même pour la majorité des pays européens. Christophe Madrol. On a un point commun, c'est notre amour pour l'OM. Pour le reste, je suis désolé, cher ami, je suis vraiment en opposition avec ce que vous dites. Pendant 10 ans, j'ai travaillé au Parlement européen et j'ai pu approcher réellement qu'est-ce que c'était que l'Union européenne. Vous avez raison, les traités sont à faire évoluer. Vous avez raison, on n'aurait jamais dû rentrer dans ce débat par rapport à Maastricht, et on aurait dû accepter le vote des citoyens français par rapport à Maastricht. Non, au traité constitutionnel européen, en 2005. 2005, oui. Sur la question de l'Union européenne, bien sûr qu'il faut faire évoluer l'Europe, on est tous d'accord. Marc vient de le dire, sur la question de la fiscalité, sur la question du commerce, sur la question de la politique étrangère, quand on voit ce qui se passe avec l'Ukraine. Mais moi, ce qui m'inquiète avec les tenants du Frexit, je pense que vous êtes suffisamment intelligent et vous n'êtes pas de ce côté complotiste, c'est quand on voit aujourd'hui ce qui se passe dans le monde, avec la recomposition des empires, quand on voit ce qui se passe avec la Russie, quand on voit ce qui se passe avec la Chine, quand on voit ce qui se passe avec l'Inde, si nous ne sommes pas capables de construire une Europe qui parle d'une même voix par rapport au marché international, on va devenir les roues de secours de l'économie mondiale. C'est ça le risque qui nous attend. Et quand vous parlez de l'anglais, j'ai pu suivre la question de la pêche. Et c'est pas fini, parce qu'on a vu ce qu'a fait le gouvernement français. Et puis moi, je salue Annick Girardin sur les temps passés à négocier avec nos amis anglais. À un moment donné, il faut savoir ce que l'on veut. Moi, je suis profondément européen. Oui, l'Europe aujourd'hui qu'on nous propose n'est pas une Europe qui me convient à 100%, il faut savoir la faire évoluer. Mais c'est à nous de la faire évoluer. C'est à nous, citoyens, au moment des élections européennes. Ce n'est pas simplement en disant Frexit, c'est en disant en étant clair. Parce que le débat est très complexe. Et je sais que vous allez nous l'expliquer, mais il est très complexe par rapport à cela. Charles-Henri Gallois. Alors, il y a deux choses différentes. Là, on est déjà dans le débat du référendum en tant que tel. Nous, ce qu'on demande, c'est que si on est démocrate, l'Union européenne ayant largement changé depuis le traité de Maastricht que vous évoquez, il y a eu entre autres, il y a les 20 ans de l'euro, on peut faire un bilan. Il y a eu évidemment avec le traité d'Amsterdam toutes les compétences migratoires qui ont été transférées à l'Union européenne. Il y a eu ensuite 2001, traité Nice, l'élargissement successif à l'Est, donc une concurrence déloyale complètement folle au sein même de l'Union européenne. Vous avez eu derrière le TSCG en 2012 qui a donné des compétences additionnelles au niveau économique et social, ce qui fait qu'on a maintenant même plus la souveraineté budgétaire, c'est l'Union européenne qui décide des grandes politiques économiques et sociales. Donc, ayant changé drastiquement, le Brexit, la contribution de la France a explosé, le plan de relance a coûté très cher aussi à la France, il est normal, si on est démocrate, que vous soyez pour ou contre le maintien ou la sortie dans l'Union européenne, d'avoir ce référendum et de poser la question aux Français. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est le vote après. Moi, je vais vous dire pourquoi j'appellerai à voter pour le Frexit. Vous avez parlé, j'aimerais ça au niveau de l'Europe. C'est un peu l'Union européenne rêvée. Mais ça, en fait, c'est le cas dans tous les pays. Et le problème de l'Union européenne, c'est que les pays ont des intérêts divergents sur à peu près tout. C'est-à-dire que votre vision de l'Union européenne rêvée n'est pas partagée par les autres pays. Quand vous parlez de la politique étrangère, d'une espèce d'Union européenne de la défense, les pays de l'Est n'en veulent pas parce qu'ils veulent le parapluie militaire américain. Ça n'arrivera jamais. Quand vous me dites, par exemple, qu'il faudrait lutter contre l'évasion fiscale, la fraude fiscale ou la concurrence déloyale, ça implique de remettre en cause le contrôle la liberté de circulation des mouvements de capitaux.
Sauf que les Pays-Bas, l'Irlande qui vivent de ça, voire même les pays de l'Est, ne voudront jamais. Le Luxembourg ne voudra jamais. Donc on peut prendre à peu près tous les sujets. Et si vous voulez, on pourra refaire une émission peut-être d'1 heure ou 2 heures. On pourra débattre de tous ces sujets-là et je vais vous expliquer à chaque fois, point par point, pourquoi ça n'arrivera absolument jamais, puisqu'il faut l'unanimité et que les pays ne sont pas d'accord. Donc la réalité, c'est soit vous acceptez l'Union européenne telle qu'elle est, soit vous vous en libérez, vous reprenez le contrôle et derrière, vous aurez une autre forme. Ce ne sera plus l'Union européenne, ça sera l'Europe et on fera autre chose sur des intérêts convergents, parce que c'est la différence entre une entité supranationale qui est stupide, c'est de dire sur absolument tous les sujets, on va avoir la même position, on va faire la même chose, c'est complètement rétrograde, c'est imité nulle part dans le monde. Et la coopération internationale, c'est de dire, écoutez, sur ce sujet-là, sur telle partie de l'agriculture, on va peut-être pas faire à 27, mais à 5, 6, sur ce projet-là, on a des intérêts communs, on va le faire ensemble. C'est toute la subtilité entre la coopération internationale qui est intelligente et l'Union européenne supranationale qui est stupide, et on le voit, d'ailleurs c'est une catastrophe pour tous les pays européens qui rétrogradent au rang des nations mondiales, ça ne marche pas, donc au bout d'un moment il faut en tirer les conséquences et il faut en sortir. Caroline Pilastre. Pensez-vous selon vous que s'il y avait ce référendum qui est réclamé par beaucoup de Français et ne nous leurrons pas, surtout sur la question migratoire, est-ce que le futur président de la République prendrait en considération le résultat 30 ans après Maastricht ou déciderait-il de balayer d'un revers de la main le résultat comme l'avait fait Nicolas Sarkozy ? La grande vertu d'un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'est pour ça qu'on le demande, c'est que légalement, constitutionnellement, il ne peut pas être contourné. En 2005, pourquoi ils ont pu contourner le référendum ? C'est que c'était un référendum sur un nouveau traité. Et ça, évidemment, ils peuvent le contourner légalement, puisque légalement, ils sont obligés d'appliquer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis le traité à la poubelle. Ils ont sorti un autre traité qui sont fait voter par la voix du Congrès. S'il y a un référendum sur l'appartenance, voilà, le traité de Lisbonne. S'il y a un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, ça ne peut pas être contourné. C'est-à-dire que si les Français votent pour la sortie s'effectuera. Et vous avez raison de parler de l'aspect migratoire, parce que c'est un des thèmes phares de la campagne présidentielle. Sauf que ce que les candidats oublient de dire, c'est qu'au niveau de l'immigration, par exemple, le premier pourvoyeur d'immigration, c'est le regroupement familial. Or, par exemple, c'est un bon exemple, ça c'est gravé dans le marbre par une directive de l'Union européenne de 2011, donc vous ne pouvez pas revenir dessus quand vous êtes dans l'Union européenne. Donc c'est bien gentil de faire des promesses comme ça sur l'immigration, sur le reste. En fait, grosso modo, si vous prenez 90% des programmes des candidats à l'élection présidentielle, ils sont inapplicables dans le cadre de l'Union européenne. Donc en fait, l'Union européenne pose un vrai problème démocratique. Je pense qu'on voit l'abstention qui est très forte. Il y a une fracture démocratique depuis 2005 et le référendum qui a été violé. Je pense qu'une des façons justement de la résorber, et si les candidats veulent ramener les abstentionnistes aux urnes, c'est de mettre dans leur programme ce référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Le sujet fait beaucoup réagir au 0826 300 300, direction le Val-de-Marne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir les vraies voix. Bonsoir à tous vos invités. Je vais vous demander d'être bref, on va prendre 2 auditeurs exceptionnellement parce que ça appelle énormément. Arnaud, on vous écoute. Alors, bonjour Monsieur Gallois. Je tiens à dire qu'il n'y a pas de référendum à avoir. Premièrement, parce que selon la définition de Charles de Gaulle, le rôle du président de la République, c'est l'indépendance de la France. Donc déjà, c'est quelque chose qui devrait être au cœur de la campagne présidentielle et qui malheureusement n'est pas abordé, excepté par un seul candidat qui s'appelle François Asselineau, qui défend cette idée de sortir la France de l'Union européenne depuis très très longtemps. Or, malheureusement, cette personne est invisible des sondages et c'est bien malheureux parce que c'est vraiment le cœur et le sujet principal de l'élection présidentielle selon l'article 5 de la Constitution de la Ve République, puisque Monsieur Charles de Gaulle l'avait défini comme le rôle du président de la République est d'être le garant de l'indépendance nationale et nous sommes bien à ce niveau-là. Je tiens juste à préciser autour de tous les invités, pour tous les invités, et je leur demande à réfléchir aux problèmes que je vais leur poser. Accepteraient-ils, oui très court, qui sont pour l'Union européenne, accepteraient-ils que leur vie privée soit gouvernée par une entité externe à leur famille? C'est-à-dire, accepteraient-ils que les choix qu'ils font se font en fonction de leurs voisins, ce qu'ils regardent à la télévision, ce qu'ils mangent, le budget qu'ils gèrent, qu'ils consacrent une année à des travaux, une année à la voiture? Accepteraient-ils que leurs voisins de rue leur dictent quoi faire par argent et de la politique à mener au sein de leur famille? Je crois que non.
Donc, Mais alors, ces gens-là, là, on avait dit court. Alors, rapidement, les vrais voix, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. On ne pourra pas prendre Frédéric qui a appelé de Bordeaux, d'ailleurs. Une seconde et un chiffre. Hein. Depuis que l'OMC a été créé en 95, le PIB chinois a été multiplié par 18, le PIB américain par 2 et européen par 2. Je vous laisse imaginer ce que ça aurait été si la France avait été seule et que l'Union européenne n'avait pas existé. Voilà. Ça s'appelle la Suisse. Et ça marche plutôt pas mal. On peut pas comparer les deux pays. Vous avez 6 fois plus de population en France et sans industrie qui vous permet d'employer les gens, vous avez rien. Et vous savez que on avait des industries il y a 20 ans plus qu'aujourd'hui, malheureusement. Vous savez que le niveau de vie de la France et de la Suisse était le même dans les années 50, sauf qu'eux sont restés hors de l'Union européenne, nous sommes entrés en Union européenne, vous pouvez voir la différence. Pour répondre à... On s'ennuie en Suisse quand même. Ça dépend où. Ça dépend où. On s'ennuie en Suisse. Moi j'ai passé une soirée à Genève, c'est pas terrible. Non, c'est un très beau pays par ailleurs. Je crois que vous y aviez vécu d'ailleurs. J'y ai vécu, c'est un très beau pays et on voit d'ailleurs on survit hors de l'Union européenne, je vous assure. C'était un des pays les plus pauvres d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale et c'est la finance qui les a fait. Mais enfin bon, on peut en parler éternellement. Oui, c'est 8% du PIB, je crois que c'est un hors-sujet. Mais écoutez, pour répondre à votre auditeur... Arnaud, moi je suis pas contre qu'il y ait des candidats à la présidentielle sur cette question-là. Maintenant, faut être un peu réaliste. Et est-ce que ce candidat a des chances de gagner ? Je crois pas. Pourquoi on porte en fait cette question du référendum ? C'est que malheureusement, et on est les premiers à le regretter, lors de l'élection présidentielle, il n'y a pas de vrai débat sur la question de l'Union européenne. Parce que c'est un format imposé, vous avez des débats et on va vous faire un volet économie, un volet agriculture, un volet éducation, un volet santé. Et vous avez l'Union européenne qui est à part comme c'était complètement indépendant. Donc il n'y a pas de vraie question, en fait, de vrais sujets, de vrais débat sur la question de l'Union européenne. Pas encore. Et vous allez voir, quand Emmanuel Macron va rentrer en campagne, la question européenne va être abordée. Je vous fais le pari maintenant. Évidemment. De manière partielle. Par exemple, il n'y a jamais de débat sur l'euro, par exemple. Ça n'arrive jamais. Même à 2017, il n'y a pas de débat. Non, mais la question, vous posez la question du débat sur l'Europe. Quand Emmanuel Macron rentrera dans le débat, la question européenne sera posée. En plus, étant donné qu'il préside aujourd'hui à la décennie de l'Europe, évidemment, qu'est-ce que vous voulez que Valérie Pécresse dise par rapport à l'Europe ? Éric Zemmour l'a abordé sur la question que Caroline a abordée sur la question migratoire. Mais ce n'est pas suffisant. Sur la question de l'Europe, sur la condition énergétique, c'est un vrai débat à avoir apporté, vu la position de l'Allemagne et de la France vis-à-vis du nucléaire. Tout ça sera abordé pendant la campagne présidentielle. En 15 secondes. Partiellement, alors que quand vous avez un référendum, vous avez un vrai débat, les arguments pour, les arguments contre. Et je pense que la meilleure façon justement d'obtenir le Frexit, parce que c'est ce que je souhaite, c'est évidemment par la voie référendaire. D'ailleurs, si vous regardez les chiffres, en 2005, avant le débat, il y avait 69% des gens qui étaient pour le oui. Il y a eu un débat, il y a eu une belle campagne. Le non a gagné à 55%. Au Royaume-Uni, c'était la même chose. Le maintien était devant à 66% avant la campagne. Il y a eu une belle campagne. Les gens ont pu avoir les arguments pour ou contre. Ils ont voté pour le Brexit à 52%. Donc la campagne référendaire est l'option la plus plausible et crédible pour sortir de l'Union européenne. Merci beaucoup Charles-Henri Gallois, auteur président de Génération Frexit, auteur du livre Les illusions économiques de l'UE, publié chez Fauve, verdict sur Twitter. Êtes-vous favorable, comme 63% des Français, à un référendum sur une sortie de la France de l'UE ? Vous êtes 93,4% à dire oui. Merci à vous. Est-ce que vous